bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La première dame, Dominique Ouattara, appelle à la solidarité active entre femmes pour transformer et faire avancer la société. Elle a eu une rencontre avec les femmes leaders en marge de l'Africa CEO Forum qui a refermé ses portes aujourd'hui. Elles ont été toutes édifiées par ces moments d'échange et de partage placés sous le signe de l'engagement et de la solidarité. Comment combiner pétrole et énergie renouvelable pour un avenir prospère? Ce sujet était également au cœur de l'Africa CEO Forum. Le président ghanéen John Dramani Mahama a fait un exposé sur l'avenir du secteur. Entre réformes ambitieuses et opportunités d'investissement, l'appel est lancé aux hommes d'affaires. Et si vous êtes un friand du champignon, sachez que ce mets, bien connu des foyers africains, est bien plus qu'un simple aliment. Eh bien, il représente un symbole fort, celui de la solidarité. Dans ce 20h, donc, on vous plongera au cœur d'un circuit aussi savoureux à la découverte d'un aliment local porteur d'avenir. Enfin, au Mali, la décision est tombée. Le Conseil national de transition a adopté le projet de loi supprimant la charte des partis politiques. Les autorités militaires au pouvoir évoquent des raisons d'ordre public. La décision est perçue par l'opposition malienne comme une tentative de dissolution définitive des formations politiques. Voilà, bienvenue sur RTI 1. Le rideau est tombé sur la 12e édition de l'Africa CEO Forum à Abidjan. En marge de cet événement, vous allez le voir, la première dame Dominique Ouattara a échangé avec les femmes leaders. Elle a lancé un appel à la solidarité active entre femmes. Ce moment de partage était placé sous le signe de l'engagement et de la solidarité féminine. Fatou Fofana, Lamine Dramé, le reportage. Une vue qui surplombe le tout Abidjan. C'est dans ce décor inspirant que s'est tenue la rencontre, pas moins inspirante, de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avec le réseau des femmes CEO africaines en marge de l'Africa CEO Forum 2025 d'Abidjan. Des femmes qui œuvrent dans leurs pays respectifs à aussi décliner la réussite au féminin dans le difficile milieu des affaires. La communauté des femmes dirigeantes est aussi une communauté qui est très importante pour le forum. C'est une communauté très importante pour moi parce que j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des femmes, ce qu'on appelle aujourd'hui des femmes puissantes. Alors c'est pas que des histoires d'argent, etc. C'est des femmes inspirantes qui ont du leadership dans plein de domaines. Ces moments privilégiés avec la première dame ont ouvert la discussion sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin et du soutien aux femmes. Partage d'expérience également auquel Dominique Ouattara s'est bien volontiers prêté. Avant de m'engager pleinement dans l'humanitaire, j'ai eu l'heureuse expérience de mener une carrière bien remplie dans le secteur privé. J'ai commencé dans l'immobilier au début des années 80 avec la création du groupe AICI International qui s'est progressivement imposé comme une référence en Côte d'Ivoire, en Afrique et au-delà. Plus tard, j'ai acquis et développé le groupe Jacques Desange USC, spécialisé dans les produits de services et de beauté. Ces expériences m'ont beaucoup apporté, notamment la rigueur, l'autonomie, le sens des responsabilités, mais surtout la conviction que la réussite n'a de sens que si elle est mise au service des autres. C'est pourquoi, au cours des années 90, j'ai commencé à m'investir dans des actions sociales en faveur des enfants vulnérables et progressivement des femmes en détresse. En 1998, j'ai fondé la fondation Children of Africa pour structurer et amplifier cet engagement social. Parallèlement, je suis restée impliquée dans mes activités professionnelles auxquelles j'ai renoncé en 2011 suite à l'accession de mon époux, le président Alassane Ouattara, à la magistrature suprême de notre pays. La First Lady ivoirienne a appelé à la solidarité active entre femmes. Au-delà de nos réussites individuelles, nous portons toute la responsabilité collective d'ouvrir la voie à celles qui viendront après nous. Je vous encourage donc, chères sœurs, à continuer d'oser, à entreprendre avec audace, mais aussi à tendre la main aux autres, car c'est en unissant nos forces, en partageant nos expériences, en construisant des ponts entre les générations, que nous renforcerons notre place dans les sphères de décision. Chacune d'entre vous est un modèle pour la jeunesse africaine. Ensemble,
Faisons en sorte que notre réussite devienne un levier d'inclusion, de justice et de transformation pour notre continent. Invitation donc à tendre la main aux autres femmes, à les coacher, à les mentorer et à les former. Cette rencontre du Women Working for Change vient également offrir à ces femmes leaders des outils supplémentaires de développement personnel et professionnel. Ce genre de rencontres, en tout cas, sont vraiment nécessaires. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent aux femmes de se retrouver dans un cadre décontracté pour pouvoir justement aborder des problématiques qui sont clés et pouvoir s'inspirer sur les façons de les gérer. L'investissement au féminin est important. Notre plateforme, nous permettons à toute personne, et notamment les femmes, de commencer dans le monde de l'investissement. Et je remercie la Première Dame d'avoir étayé quelques mots à ce sujet. On a de meilleurs résultats quand nous collaborons sur les divers sujets. À travers les échanges de cette mi-journée placée sous le signe du partage et de l'engagement, la Première Dame et les patronnes d'entreprises ont réaffirmé leur volonté de bâtir un avenir où la gente féminine occupe une place cruciale dans le développement socio-économique de l'Afrique. Elles sont réunies au sein du Women Working for Change, une plateforme de plus de 1000 femmes dirigeantes du continent qui fait de la parité et de l'équité un enjeu stratégique pour les entreprises africaines. Voilà, les échanges étaient riches et denses à cette 12e édition de l'Africa CEO Forum qui vient de s'achever, je le rappelle. Eh bien, ce mardi, c'est le président ghanéen qui s'est adressé au monde des affaires sur le thème de pétrole et énergie renouvelable. Un double pari pour l'avenir du Ghana. John Dramani Mahama reste très optimiste pour notre continent. Les détails avec Mahama Traoré. Opération séduction pour le président John Dramani Mahama au 12e Africa CEO Forum d'Abidjan. Devant les patrons d'entreprise, le chef de l'État ghanéen expose sur le potentiel énergétique de son pays et sur la nouvelle dynamique qu'il compte impulser au domaine des hydrocarbures depuis son retour au pouvoir. Ce ne sont pas les projets ambitieux qui manquent. Il y a une nouvelle raffinerie construite par un investisseur chinois qui permettra de et nous allons voir si cette raffinerie peut utiliser la production du pétrole. Il faudrait aussi travailler à l'enregistrement afin d'avoir accès au marché international. Mais nous avons déjà entamé des discussions avec des organisations dans le domaine pour voir comment nous pouvons avoir la certification pour transformer certaines parties de ces productions. L'enjeu pour le Ghana est de diminuer sa dépendance aux importations de pétrole et de gaz. La stratégie présentée pour ce faire par John Dramani Mahama séduit le milieu des affaires. Ce que je retiens en fait, c'est son engagement vers la transition énergétique. Je pense que c'est un challenge pour le Ghana de pouvoir se développer et de pouvoir aussi faire confiance à de nouveaux investisseurs pour pouvoir développer le secteur en fait, des hydrocarbures. On voit qu'il a une vision claire pour son pays et aussi pour le secteur privé. Il est heureux de voir que sur des secteurs qui historiquement étaient plutôt ouverts au public, on commence en tant que chef de l'État à shifter de mindset pour pouvoir justement pousser le privé à venir. Et ça, c'est une bonne chose. En tant qu'acteur du privé, je ne peux que saluer parce que je considère que le continent va se développer à travers les investissements du secteur privé. Et pour rassurer d'éventuels investisseurs au Ghana, John Dramani Mahama s'engage à améliorer le cadre législatif et institutionnel, chose indispensable à l'éclosion du secteur pétrolier et gazier au Ghana. Et l'autre moment fort de ce forum fut le panel de haut niveau qui a réuni les premiers ministres de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Guinée et de la Tanzanie au cœur de leur débat. Comment créer des partenariats mutuellement bénéfiques? Les chefs de gouvernement ont montré les voies à suivre pour bâtir une Afrique souveraine, verte et industrialisée. Marie-Chantal Akandan, Adam Ankeri. Ils sont en première ligne des politiques économiques de leur pays. Les premiers ministres de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Guinée et de la Tanzanie ont partagé leur vision du développement lors d'un panel de haut niveau au Africa CEO Forum 2025. Objectif : construire des partenariats solides entre secteur public et secteur privé pour transformer l'Afrique. Pays hôte de cette édition, la Côte d'Ivoire ouvre le bal. Son Premier ministre met l'accent sur un dialogue renforcé avec le secteur privé pour accompagner les acteurs nationaux.
dans les relations que nous avons avec le secteur privé, il faut mettre en évidence ce que le secteur privé attend de l'État. De sorte que, pour chaque attente, l'État propose des solutions. Avec eux, nous avons vu comment accompagner aussi les champions nationaux, qui pourraient être des partenaires privilégiés avec ceux qui viennent de l'extérieur, les industriels et les hommes d'affaires, de sorte à mettre en place un dispositif cohérent qui pourrait inciter des jeunes ventures. En Guinée, l'approche repose sur l'industrialisation locale des ressources naturelles. Dès le début des années 70, la Guinée a développé un secteur minier lié à la bauxite qui était exceptionnel. Le transguinéen est devenu une réalité. 650 km de voies ferrées qui sera à multi-usage aussi bien pour les voyageurs que pour les autres marchandises. Pour le Cameroun, les infrastructures de base et le développement des PME sont les moteurs d'un secteur privé fort. Nous avons réalisé que la croissance de notre économie, il est important et il est essentiel que cela arrive grâce au secteur privé. Il faut donc instaurer la confiance. Et quand nous l'avons compris, nous avons pu donner, bien sûr, les opportunités nécessaires. Nous avons mis les politiques en place, de créer cette synergie-là pour que ces nouvelles technologies aussi puissent motiver le nouvel environnement, on va dire, de confiance que nous avons mis en place. La Tanzanie, elle, mise sur l'énergie verte et l'innovation pour construire une croissance durable. Aujourd'hui, le secteur privé accompagne le gouvernement dans la création donc, de richesses, dans la création et le développement de notre PIB. Le secteur privé aujourd'hui en Tanzanie est le secteur qui est celui-là qui est même en train d'éclore et qui permet donc de faire booster donc l'économie du pays. Nous continuons donc à mettre en place donc des solutions pour permettre aux gens d'investir, permettre aux gens de continuer à croire et donc à travailler dans le secteur privé. Modéré par le journaliste Patrick Smith, ce panel a permis d'illustrer la convergence des visions sur le continent. Gouvernance, capital humain, industrialisation, innovation. L'union fait la force, on s'enrichit de la culture des autres. Et bien, en marge de l'Africatie au Forum, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a multiplié les entretiens avec les hôtes de la Côte d'Ivoire. Il a reçu, entre autres, le président de la zone Moyen-Orient et Afrique de Schneider Electric, ainsi que le directeur général d'Africa CDC. Au cœur des échanges, l'électrification intelligente du territoire, la digitalisation des réseaux énergétiques. Marie-Chantal Akanda, Adama Kéré nous explique tout dans les détails. En recevant successivement Schneider Electric et Africa CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le Premier ministre Robert Begré-Mambé réaffirme la priorité qu'accorde le gouvernement à l'accès équitable à l'énergie et à la santé. Les échanges avec Schneider Electric ont confirmé la volonté de la Côte d'Ivoire de combler d'ici 2026 le gap énergétique national. Nous avons parlé de développement du réseau électrique en général et de l'énergie, du segment de l'énergie en Côte d'Ivoire, où ce secteur est déjà très développé. Nous sommes présents ici depuis très longtemps et nous avons parlé de l'accès à l'énergie électrique à toute la population de la Côte d'Ivoire, qui est déjà couverte de manière relativement très bonne, mais aussi la place de la Côte d'Ivoire dans le système énergétique de cette partie-là du monde. Quant à la rencontre avec Africa CDC, elle a permis de saluer les avancées significatives du pays en matière de financement domestique de la santé, reconnue et encouragée par l'organisation panafricaine. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en peloton de tête dans ce qui concerne le financement domestique de la santé. Et la Côte d'Ivoire est un pays modèle pour nous. Surtout en cette période de crise où on voit l'assistance extérieure baisser, on a besoin de modèles pour bâtir et convaincre d'autres pays que ça peut marcher. Ce double engagement du gouvernement traduit une vision cohérente du développement durable. Bâtir une économie résiliente, connectée et soucieuse du bien-être de ses populations.
Fini donc la 12e édition de l'Africa-CEO Forum. Les chefs d'État rwandais et ghanéens ont donc quitté Abidjan cet après-midi après leur participation à ce plus grand rendez-vous annuel du secteur privé africain tenu dans la capitale économique ivoirienne. Ils ont été raccompagnés à l'aéroport par le vice-président Timoko Melet Kone et par des membres du gouvernement. Africa-CEO Forum, c'était 2 jours de conférences, de débats et de rencontres de très haut niveau visant à mettre en lumière le rôle moteur du secteur privé dans le développement du continent. Voilà, l'Africa-CEO Forum a sonné son clap de fin. On va donc changer de décor et de sujet aussi. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adam Kakou, était face aux sénateurs. Il leur a présenté 4 projets de loi sur la diplomatie ivoirienne. Ces projets ont été adoptés en commission, nous rapporte Charles Tatou. Porteur de 4 projets de loi au nom du président de la République, Adam Kakou, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, est au Sénat. Des ratifications d'accords portant sur des conventions internationales avec notamment l'Organisation internationale du travail, l'OIT, et l'Organisation interafricaine du café. Au terme de nos discussions, me féliciter de l'adoption à l'unanimité de 4 projets de loi autorisant le président de la République à ratifier des conventions qui régissent des secteurs importants de notre communauté nationale, à savoir l'emploi, les mines, le commerce et l'agriculture. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer l'esprit de convivialité qui a prévalu lors de nos échanges et exprimer encore une fois ma gratitude aux membres de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire pour le soutien constant aux actions du gouvernement en faveur de nos populations. Des explications qui ont amené la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire, présidée par le sénateur Alcide Diédié, à adopter à l'unanimité les 4 projets de loi. On va faire un tour aussi dans l'autre chambre du Parlement ivoirien. Le CNDH était justement à l'Assemblée nationale. Le Conseil national des droits de l'homme a outillé les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Et c'est à quelques mois de la présidentielle, nous rapporte Eric Goré. Les députés ivoiriens sont instruits sur le thème « Élections et droits de l'homme ». L'initiative est du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, avec ses partenaires internationaux. Le Parlement occupe une place de choix. Le Parlement est responsable de l'élaboration des lois qui régissent les élections, garantissent ainsi la transparence et l'équité du processus électoral, assure la représentation de la population et contrôle l'action du gouvernement concernant les élections. Les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale sont les premiers bénéficiaires. Ils s'imprègnent des notions d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les députés représentants du peuple se mettent à niveau à quelques mois de l'élection présidentielle. Une session d'orientation qui a pour but de les outiller davantage. La fondation Friedrich Naumann, formatrice, revient sur les différents modules enseignés. Les parlementaires qui sont quand même les premiers ambassadeurs de la démocratie au niveau local, dans leur région, dans leur village, dans leur fief. On a vu évidemment un certain nombre d'interrogations et ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de certitude, il y a beaucoup d'interrogations sur justement ce qu'est une bonne démocratie, ce qu'est l'honnêteté en politique. Maître Aboulaye Ben Meïté, président de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, représentant Adama Bictogo, président de l'institution, adhère pleinement à cette session d'orientation. Un député mal formé est dangereux pour lui-même d'abord, mais pour la nation tout entière. Et je pense que c'est conscient de cette réalité que le CNDH, ensemble avec ses partenaires techniques, a bien voulu permettre aux parlementaires de se pénétrer de cette indispensable connaissance en relation avec les droits de l'homme en période électorale. Cette formation des députés est en marge de la 9e session délocalisée d'Abidjan de formation en droit international. Le CNDH décide d'élargir cette formation à nos parlementaires. Après les députés, ce sera au tour des sénateurs dans les prochains jours.
Parce que ça bouge très bien, les lignes bougent très bien dans nos institutions. Le CESEC a reçu le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il était l'invité de la deuxième conférence de la première session du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une session est tenue sous la houlette du président du CESEC, Eugène Akaole. Ahmed Traoré pour le reportage. L'engagement du président de la République à promouvoir la bonne gouvernance s'étend au Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Promotion de la bonne gouvernance comme moyen de la moralisation de la vie publique, c'est autour de ce thème que s'est tenue la conférence animée par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, au cours d'une des grandes rencontres du CESEC. Occasion pour Epiphane Zoro-Bibalo de faire un rapport avec l'Africa CEO Forum qui se tient présentement à Abidjan. La Côte d'Ivoire accueille depuis hier la grande rencontre panafricaine des chefs d'entreprise, le CEO Africa. Et la question qui est revenue dans toutes les interventions, c'est que la clé de notre développement se trouve dans la bonne gouvernance. Et le secteur public a une part essentielle à prendre dans le développement. Le développement repose sur la qualité du service public, sur la qualité du secteur public. Un secteur public intègre, un secteur public qui combat la corruption et qui délivre les services qu'il faut à nos populations pour un développement harmonieux. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, dont l'un des champs de compétences et la bonne gouvernance, accueille avec beaucoup d'intérêt le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Vous êtes la deuxième personnalité président d'institution qui prend part à cette tribune. Après le médiateur de la République, Adama Tunkara, il est bon de souligner que les conférences de haut niveau que notre Assemblée consultative organise régulièrement sont des moments d'échange autour de thématiques identifiées dont la pertinence, le sens et la portée convoquent l'éclairage de l'expertise de personnalités de haut niveau. Pour le président Akaole, le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il résonne profondément avec les aspirations de notre société, dans un contexte où le pays poursuit de vastes réformes sous l'autorité du président Alassane Ouattara. Plus loin à Washington, les services consulaires de Côte d'Ivoire en Amérique du Nord se sont réunis pour harmoniser leurs pratiques. Pendant 5 jours, ils ont planché sur les actes liés à l'état civil, à l'assistance et à la protection des ressortissants, avec en ligne de mire une meilleure qualité de service pour la diaspora. Serge Coléa. La présence d'une importante communauté ivoirienne en Amérique du Nord et l'intensification des relations diplomatiques et économiques avec les pays de la région exigent des services consulaires capables de répondre efficacement aux demandes croissantes des usagers. Félicia Guéhi-Kwasi, directrice générale des affaires juridiques consulaires et de l'état civil, situe le contexte de ce séminaire. Il réunit à l'ambassade de Côte d'Ivoire, basée à Washington, les diplomates et agents consulaires de New York, Brasilia, Ottawa et Mexico. L'intérêt, c'est pour toute la communauté ivoirienne vivant dans la zone Amérique, puisque quand on parle d'actes d'état civil, on parle de tous les faits qui concernent même les Ivoiriens. Et l'enregistrement de ces faits civils-là dans les registres d'état civil est d'une importance capitale. Pour l'ambassadeur Ibrahima Touré, il s'agit de créer un cadre de concertation dans la zone Amérique. Le maître mot, c'est l'harmonisation. Où que vous alliez, que ce soit à Brasilia, Mexico, Ottawa, New York ou Washington, que les actes consulaires délivrés soient les mêmes, les visas soient les mêmes, les extraits de naissance soient les mêmes. Cela apportera de la crédibilité aux actes délivrés, mais ça permettra également d'harmoniser nos pratiques. Rigobert Zeba, magistrat et sous-directeur du contrôle de l'état civil, assure la formation. Au terme de 5 jours de travaux, les participants ont fait des recommandations. Elles seront soumises au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, principaux initiateurs de ce séminaire.
On revient en Côte d'Ivoire et on va vous suggérer un mets si vous êtes à table, bien sûr. Le champignon, ça vous dit certainement beaucoup. Sachez que ce mets bien connu des foyers africains est bien plus qu'un simple aliment. Il représente un symbole fort, celui de la solidarité. Une valeur que les autorités ivoiriennes ont décidé d'ailleurs de pérenniser en transformant son apparition saisonnière en une culture durable. De la cueillette à la dégustation, je vous plonge donc au cœur d'un circuit aussi savoureux. C'est en compagnie de Sidonie Davila qui revient du champ. À 141 km d'Abidjan, dans le paisible village d'Etikoun, département de Tiasalé, se cache un trésor. Le champignon africain ou encore l'or noir d'Etikoun, une richesse naturelle qui rythme la vie de ses habitants. En ce samedi de repos, le petit Kofi s'est levé tôt pour la cueillette. Comme lui, nombreux sont ceux qui sillonnent les forêts, les routes et les ménages pour vendre ce précieux produit, scientifiquement appelé fongide. Il a pris ça à 5 heures et vend ça à 2500. J'ai fait ça pour aller à l'école. Mais d'où provient cette manne éphémère? Nous suivons les cueilleurs jusqu'à la forêt. À près de 10 km à moto du village, le trajet est difficile et la déception est grande. Là, c'était beaucoup. Il y a des petits trous là. Vous voyez, c'est ça, les gens là, tu as vu, non, il a cassé. Avant, facilement, si même tu n'as pas envie d'aller chercher champignons, tu peux sortir, enlever en quantité. Mais maintenant, à cause des produits, les herbicides, ils sont en voie de disparition parce que les gens utilisent beaucoup les produits. Au détour d'un sentier, un jeune homme surgit, les mains pleines de champignons fraîchement cueillis. Surpris par notre présence inattendue, l'atmosphère se détend rapidement quand nous décidons d'en acheter. En possession de notre butin, direction le village. Au cœur des foyers, les femmes s'activent. Cette viande végétale, entre leurs mains, est prête à être transformée. Ça ne veut pas que le sable reste dedans. Il faut bien nettoyer pour que ça soit propre. Ça peut faire toutes les sauces. On met dans la sauce graines, on met dans la sauce guaguassou, ça peut faire sauce djunglé. C'est aux côtés d'Akissi, l'épouse de Pascal, notre guide, que nous observons chaque étape de cette alchimie culinaire. Tu mets dans l'eau, puis tu essaies de gratter un peu. Quand tu grattes, puis tu rinces à plusieurs reprises. Enfin, le moment tant attendu, la dégustation. Si je dois donner une note à ce repas, je dirais 9,99 sur 10. C'est très bon, très bon. Elle a bien préparé et je pense que je vais profiter durant la semaine là. Le goût est au rendez-vous. Bien plus qu'un simple régal, le champignon recèle des vertus nutritionnelles souvent méconnues. Ça a des vertus spirituelles et puis ça te permet d'être toujours en bonne santé. Et ça peut te permettre d'avoir une croissance, une longévité. La tortue vit 100 ans parce qu'elle ne mange que du champignon. Vous comprenez donc l'importance du champignon. Le système immunitaire, ça veut dire que le champignon permet de pouvoir stimuler les globules blancs et permettre au système immunitaire de se défendre contre toute agression. Ces champignons permettent de pouvoir préserver certaines maladies métaboliques. Il faut attendre par maladie métabolique tout ce qui est lié à la nourriture, les maladies liées à la nourriture, telles que le diabète, l'hypertension. La production saisonnière des champignons, une contrainte que les autorités d'Etikoun ont décidé de transformer en opportunité. Avec leur kit de production, cette trentaine de jeunes est formée à la culture du champignon au moyen d'un projet soutenu par l'ANADER. Voilà le champignon, une viande végétale qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, notre très beau pays, et une viande végétale qu'on adule tous. On va maintenant changer de cap. Du Mali à Riyad, en passant par la France, des événements secouent le monde. De quoi s'agit-il, Gabriel Zani? Au Mali, un pas de plus vers la dissolution des partis politiques. Le CNT, le Conseil national de transition, a adopté le lundi 12 mai 2025 un projet de loi abrogeant la charte des partis politiques. La dissolution n'est pas encore actée, mais les partis politiques et associations ont déjà suspendu leurs activités. À Paris, en France, l'acteur Gérard Depardieu a été déclaré coupable d'agression sexuelle sur 2 femmes
par le tribunal correctionnel de Paris. Condamné en son absence à 18 mois de prison avec sursis, il a décidé d'interjecter appel. Les États-Unis et l'Arabie saoudite signent un accord pharaonique de défense de 142 milliards de dollars, a annoncé ce mardi la Maison-Blanche. La signature de cet accord de partenariat a eu lieu lors d'une cérémonie à Riyad, dans la capitale saoudienne, pendant la tournée du président américain dans la région. Point final de ce 20h, mais ne décrochez surtout pas. Je rappelle que l'Africa CEO Forum a refermé ses portes pour cette édition 2025. En marge de cet événement majeur, la présidente directrice générale de TV5 Monde a accordé une interview à la RTI. Les échanges ont porté entre autres sur la nouvelle vision de la chaîne francophone et son partenariat avec votre entreprise. La RTI, interview donc à suivre juste après ce JT, présentation Kolo Klubali. Très belle soirée et moi je vous retrouve demain à 20h dans La Paix Surtout.